Mais avant de faire un petit truc sur l'actualité, je vais essayer d'être pas trop long, c'est-à-dire assez bref, et encore, je sais pas si je vais y arriver. Je vais juste vous tenir au courant de ce qui se passe pour la ferme de Scaramouche. Alors là, pour l'instant, c'est en stand-by, mais je ne lâche pas l'affaire parce que j'avais ce projet en vendant une chouette à 1 euro, en vendant au moins 80 000, de pouvoir acheter une ferme avec du terrain. Alors, acheter une bâtisse et du terrain à ce prix-là, c'est faisable. Mais après, il y a des collègues qui m'ont dit que si je voulais accueillir des gamins avec leurs éducs ou leurs instits, etc., il fallait tout mettre aux normes. Et que mettre aux normes, eh ben, en fait, c'est comme si j'achetais 4 fermes de Scaramouche, au moins. Donc, la merde, elle est là. Donc, je recogite le projet. J'ai toujours dans l'idée de faire de l'agriculture et du spectacle à des gosses, enfin de l'agriculture entre guillemets, hein, faire pousser des trucs, s'occuper de bestioles et tout. Mais peut-être que j'achèterai du terrain agricole, ce qui coûtera moins cher, essayer de foutre des bungalows qui eux sont aux normes. Je pense que ça me reviendrait moins cher. Des bungalows, des algécos, machin. Après les algécos, on peut les décorer, les retransformer autrement, tout ça. Mais, donc je suis en train de réfléchir à tout ça, mais je lâche pas l'affaire. Et pour financer tout ça, moi j'ai vu que acheter une chouette à 1 euro c'était compliqué. Il y en a qui savent pas comment faire avec le système Tipeee, tout ça. Moi j'y connais pas grand chose non plus, j'ai lancé ce machin là et je remercie tous ceux qui ont participé. De toute façon, si je foire avec ce projet, je ferai en sorte que ceux qui ont participé soient remboursés d'une façon ou d'une autre. Je suis en train d'enregistrer un album à la fois pour les jeunes publics et les grands, donc pour petits et grands, donc des chansons qui seront plus pour des gamins et des chansons plus pour les grands, c'est tout mélangé avec une histoire. J'ai essayé de faire un fil conducteur entre les chansons. Donc je suis en train de tout enregistrer avec mes petits doigts, donc je fais tous les instruments, sauf la batterie, c'est la boîte à rythme qui s'en charge, mais je fais en sorte que ça ressemble à de la batterie. Et donc quand ça sera fini, l'album, bah, ceux qui auront participé avec Tipeee, qui auront déjà versé quelque chose, bah, je propose de leur envoyer un album, voilà, une fois qu'ils seront enregistrés. Donc là c'est en cours, je suis en cours d'enregistrement, et du coup après j'y ferai presser, je vais démarcher des labels, des distributions, des distributeurs, tout ça, même dans le réseau jeune public. Quand on est distribué, il paraît qu'on peut accéder à des radios, et quand les radios les diffusent, bah, on touche les droits d'auteur aussi. Et donc avec tout ça, bah, je me dis que je pourrais peut-être avoir la thune nécessaire pour réaliser ce projet de la ferme de Scaramouche. Donc voilà, et maintenant on passe à l'actu, et puis voilà. Santé. Alors, par quoi on va commencer? Eh ben en fait, on va commencer par les enterrements, parce que c'est devenu une mode chez nous. Alors, il n'y a pas très longtemps, il y a eu un hommage national, même des funérailles nationales pour Badinter. Enfin bon, ça se comprend, je veux dire, bon, bah, Badinter a marqué l'histoire, hein, on va pas revenir dessus. Et puis il y a eu Manouchian, lui c'était pas un enterrement, on le transférait juste au Panthéon. Lui il adore ça, Macron, lui, les cercueils avec un drapeau bleu, blanc, rouge dessus. Mais seulement sur les cercueils, hein, parce que le reste du temps il préfère l'autre torchon. Hein. D'une manière générale, j'aime pas les drapeaux de toute façon alors. Même le drapeau noir que j'aimais bien et tout, c'est un drapeau de trop en fait. Il y en a qui vont dire t'es gonflé de dire ça parce que des fois on te voit avec le drapeau breton. Alors, ouais, je réponds ouais c'est vrai. De toute façon je suis de mauvaise foi alors. Et il a été question aussi de panthéoniser Jacques Delors. Mais avant de panthéoniser les cadavres, il faudrait déjà se renseigner sur ce qu'ils ont fait de leur vivant. Bon, bah, pour Badinter, comme je disais, on sait, il n'y a rien à dire, Manouchian aussi. Mais pour Delors, il y a quand même un petit problème quand même. Parce que là, je vais vous citer un extrait de discours qu'il a tenu en 92, c'était à l'époque de Maastricht. C'était un congrès de la CFDT, si mes souvenirs sont bons. Alors, il avait dit ceci... c'est très parlant, hein. À la limite, on n'a même pas besoin de faire de commentaires après, parce que tout est dit dans ce texte. Vous allez voir donc qui est ce personnage.
Jacques Delors, hein, Delors en barre. S'il se prenait pour Raymond Barre, et puis alors avec Delors, Delors en barre. Bon, allez, c'est bon. Ouais, je sais, ça fait rire personne, mais moi, ça me fait marrer alors. Alors voilà son extrait de discours à ce monsieur. Puisque nous sommes... attendez, je vais mettre mes lunettes, parce que je suis en train de bigler là. Puisque nous sommes entre amis et en petit comité, je puis vous dire que je suis également extrêmement fier d'avoir réussi à faire 3 choses importantes à mes yeux quand j'étais au gouvernement. Premièrement, j'ai réussi à désindexer les salaires, ce qu'aucun gouvernement de droite n'a jamais réussi à faire alors qu'ils en rêvaient depuis toujours. Vous avez vu, hein? Sans complexe, le mec. Deuxièmement, j'ai réussi à imposer au pays, sans révolte sociale, un plan de rigueur qui a dû faire pâlir Raymond Barre de jalousie. Oui, parce qu'à l'époque, c'était en 83, et dès qu'on ouvrait un peu sa gueule, alors qu'on était de gauche, hein, et qu'on n'était pas content de ce que faisait le gouvernement, qui était soi-disant de gauche, bah, tout de suite on avait quelques moralistes bien pensants qui disaient « Chut, dis rien, tu vas faire le jeu de la droite !» Voilà, c'était ça. Ouais, donc on était obligé de fermer notre gueule, sinon on faisait le jeu de la droite. Donc c'est comme ça que Delors a réussi à faire passer son truc. Ensuite, troisièmement, et surtout, j'ai réussi à convaincre mes amis socialistes qu'il fallait donner la primauté au marché et donc rétrocéder au secteur privé marchand les services publics non régaliens. Donc vous voyez, ce discours de Jacques Delors annonçait bien les choses, hein. En fait, les ultra-capitalistes devraient toujours appeler à voter à gauche, parce que quand c'est la droite qui propose ce genre de mesures, tout de suite vous avez des millions de personnes dans la rue, qui sont donc le peuple soi-disant de gauche. Quand la gauche est au pouvoir, ben, ils manifestent plus puisque c'est leurs copains qui sont au pouvoir. Et du coup, eh ben, quand la gauche se met à faire une politique de droite, personne gueule. C'est pour ça qu'il disait qu'il a réussi à imposer sa merde sans révolte sociale. Ben voilà. Mais ça a toujours fonctionné comme ça en fait. Les pires saloperies, en fait, elles sont passées comme ça. Et grâce à Jacques Delors, il y a 500 000 travailleurs qui ont découvert qu'ils pouvaient très bien vivre dans leur bagnole en gagnant le SMIC. Et ce qui est génial, c'est que chaque soir, quand tu vis en bagnole, tu te dis, bah tiens, je vais dormir à tel endroit plutôt qu'à l'autre. Finalement, il y a un côté exotique tout en crevant la gueule ouverte. Là, je vais vous passer un extrait aussi, j'ai dû le passer dans une vidéo précédente il y a longtemps. C'est un extrait d'un discours de Jacques Attali sur le traité de Maastricht. C'est un grand copain de Jacques Delors. Alors, vous allez voir, c'est très marrant ce qu'il dit, hein. Vous allez voir comment on s'est fait enculer sur toute la ligne. D'abord, tous ceux qui, dont j'ai le privilège d'avoir fait partie, ont tenu la plume pour écrire les premières versions du traité de Maastricht, on s'est bien engagé à faire en sorte que sortir ne soit pas possible. On a soigneusement oublié d'écrire l'article qui permet de sortir. C'était pas très démocratique, évidemment, mais c'était une grande garantie pour rendre les choses plus difficiles, pour nous forcer d'avancer. Parce que si on sort, ce qui naturellement est toujours possible, c'est impossible, mais naturellement, si on veut, on peut, c'est très très compliqué, je n'entre pas là-dedans, c'est très très compliqué de sortir, soit par le bas, soit par le haut, c'est très compliqué. Alors pour terminer avec Jacques Delors, je vais vous sortir une dernière citation de lui, parce que c'est très parlant, hein. On l'a fait passer pour le prince des démocrates aux vertus européennes, mais vous allez voir ce qu'il disait à propos de la construction européenne. Cette construction, à l'allure technocratique, progresse sous l'égide d'une sorte de despotisme doux et éclairé. Alors, despotisme, je veux bien, mais doux et éclairé, où ça ? Parce que à l'heure actuelle, c'est plutôt une super violence qu'on subit, hein. Alors, je vous en citer une dernière par rapport à l'Union européenne. C'est un copain à Jacques Delors qui s'appelle BHL. Hein, vous avez déjà entendu parler de lui, je pense. Alors, il avait dit ceci. « Arrêtons de sacraliser le peuple. En Europe, le peuple ne doit pas être le seul souverain. Alors si on décode, ça veut dire ceci. Le peuple ne doit décider de rien. Ceux qui ont le dernier mot, ce sont les technocrates. Voilà, les oligarques. Ce qui emmerde des gens comme BHL et Delors, c'est cet article de la Constitution de la Ve République qui dit «
le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Ça les emmerde, et c'est pour ça qu'ils aimeraient... Enfin bon, bah, Delors est mort, mais BHL est encore en vie. Donc c'est pour ça qu'en fait, ces gens-là souhaitent qu'une chose, c'est la disparition de la République française, en fait. Et d'ailleurs, je vais rappeler cette phrase d'Alain Madelin, j'aime bien la rappeler, hein, ça m'est arrivé plusieurs fois de la sortir. Il avait dit ceci: l'Union européenne, c'est notre assurance vie contre le socialisme. Tout est dit. Hein. Santé. Alors, en ce qui concerne les européennes, bon ben, il n'y a pas à dire grand-chose. Du NPA, en passant par la France Insoumise, le Parti Socialiste, Renaissance, la droite et le Rassemblement National, en fait, ils ont tous le même programme. Donc ça sert à rien d'aller aux urnes, en fait. Ils ont tous le même programme, c'est très simple. Ils veulent rester dans l'Union européenne, ils veulent rester dans l'OTAN, et ils ne veulent pas sortir de l'euro. Ce qui veut dire en clair, c'est qu'ils appliqueront tous la même feuille de route. Forcément, puisqu'ils vont accepter toutes les pressions de Bruxelles, appliquer toutes les directives. D'ailleurs, si vous voulez savoir ce que seront les prochaines réformes, enfin, les anti-réformes, eh ben, lisez les directives européennes. Par rapport aux retraites et à l'assurance chômage, c'était tout écrit en 2019 dans les directives, ce qu'ils appellent recommandations. Hein, parce que directive, ça fait trop autoritaire, donc ils appellent ça recommandation. En fait, c'est de la novlangue. Parce que quand on est obligé d'appliquer une recommandation, c'est une directive en fait. Et pourquoi je dis que tous les représentants des différents partis appliqueront la même feuille de route? Eh ben, il suffit de regarder ce qui s'est passé en Grèce avec Tsipras et puis ce qui se passe maintenant avec Meloni en Italie. Donc il y a d'un côté un mec d'extrême gauche qui a appliqué ce que lui a dit Bruxelles, et on voit le résultat, hein. C'est-à-dire qu'il a tout privatisé, il a fait une casse sociale comme c'était pas permis, le père Tsipras, et là qu'est-ce que fait Meloni? Ben, elle fait la même chose en fait. Et quand on regarde bien, Tsipras et Meloni ne font ni plus ni moins ce que Macron nous fait à nous. Donc, que ce soit l'extrême gauche, l'extrême centre ou l'extrême droite, le résultat est le même. Et pour conclure à propos des européennes, en fait, les seuls qui ne montent pas, ce sont les Frexiteurs. Alors, il y a deux types de Frexiteurs. Hein. Il y a... Je dirais même qu'il y en a trois, mais il y en a un qui n'a encore pas dit s'il se présenterait ou pas, c'est Onfray avec le Front Populaire. On ne sait pas, donc c'est le souverainisme de gauche. Vous avez le souverainisme sans étiquette au-delà des partis qui est représenté par Asselineau. Lui, il dit d'ailleurs que c'est pas un parti, l'UPR. L'UPR, c'est l'Union Populaire Républicaine. Il dit que c'est un mouvement de libération qui se réfère à ce qu'était le Conseil National de la Résistance. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de clivage, puisqu'il y a autant de gens de droite que de gauche, du centre et de l'extrême droite et de l'extrême gauche dans son mouvement. Donc il dit que c'est un mouvement de libération nationale. Ce qu'il y a, c'est que c'est vrai. Donc en fait, il ment pas parce que c'est exactement ça. Et vous avez les frexiteurs d'extrême droite. Alors je dis ça parce que Philippot veut monter sa liste aussi. Les médias mainstream se servent de Philippot pour faire croire au peuple français que tous ceux qui sont pour le Frexit sont forcément d'extrême droite. Donc il sert à ça, Philippot. Il s'en rend pas compte, ou alors il le sait très bien, mais parce que Asselineau est blacklisté, et Onfray, il est accueilli que sur des médias alternatifs et des chaînes comme CNews, et de temps en temps, et une fois BFM, mais c'est tout, hein, parce qu'il est interdit à Radio France, etc. De toute façon, c'est simple. Pourquoi les autres listes qui se disent souverainistes ne disent pas qu'ils veulent sortir de l'Union européenne? C'est simplement parce qu'ils veulent passer dans les grands médias. Un épilogue sur l'Union européenne. Alors, il y a un truc que ne vous diront jamais les médias français, c'est qu'un jour, Macron a ouvert sa gueule sur la BBC. Ça remonte à 2018. Et il avait dit... Les Français auraient certainement pris la même décision que les Britanniques et décidé de quitter l'Union européenne si la question leur avait été soumise par référendum. Incroyable, hein? Il a dit ça à la BBC, hein. C'est dans un article de Marianne qui date du 21 janvier 2018. Et ça c'est marrant parce que cette vidéo, il paraît qu'elle est restée... une demi-heure sur YouTube, et qu'après tout a été fait pour qu'elle n'existe plus sur les réseaux sociaux.
Vous pouvez écrire au site de l'UPR, de l'Union Populaire Républicaine. Alors, je ne fais pas de la pub, hein, je ne fais pas partie de l'UPR d'Asselineau, mais simplement eux, ils l'ont la vidéo. Donc, vous pouvez la retrouver. Par contre, les articles, ils existent. Hein. Vous cliquez YouTube, Macron, référendum sur le Frexit, et puis vous trouverez, vous trouverez des articles qui parlent de ce qu'il a dit à la BBC. Voilà. Donc vous comprenez bien pourquoi on n'aura jamais un référendum pour savoir si on est d'accord pour se maintenir ou pas dans l'Union européenne. Il paraît que le PPE, c'est le parti de droite européen au Parlement européen, il veut faire alliance avec les socialistes et les libéraux après les élections européennes. Puis déjà, ce qui est marrant, c'est qu'aucune liste n'en parle avant les élections, vous comprenez? Parce que qu'est-ce qu'ils vont faire après? Ils vont faire une alliance pro-européenne et ils vont voter tous les traités de libre-échange. C'est pas beau ça? Et puis après, ils iront déclarer leur amour au cutéreux. Une petite griotte sur le clafoutis? Fantomas, alias Édouard Philippe, a dit « Si nous avons fait l'Europe, c'est pour être libre et prospère. » À propos de pluralisme, une chaîne comme CNews s'est retrouvée devant les députés à la commission d'enquête parlementaire. Et en fait, le Conseil d'État demande à ce que l'Arcom foute cette chaîne sous surveillance, ainsi que C8 d'ailleurs, soi-disant pour respecter le pluralisme. Alors on va faire un parallèle, hein, parce que moi je veux bien, à ce moment-là, il faut faire ça avec tous les médias. Là, je vais vous montrer un exemple de non-pluralisme, soi-disant, de CNews. Je ne défends pas cette chaîne, parce que moi, je suis aux antipodes de leurs idées, globalement. Mais je la regarde aussi, parce que j'aime bien regarder un peu tout. Et je pars d'un principe voltairien qui dit que je ne partage pas du tout vos idées, mais je suis prêt à me battre pour que vous puissiez les exprimer. Et puis en face, vous avez des gens qui prétendent défendre la liberté d'expression et qui en fait, au nom de la liberté d'expression, veulent tout interdire, veulent tout censurer. Et eux, ils seraient plutôt les enfants spirituels de Saint-Just, qui disaient « pas de liberté pour les ennemis de la liberté ». Là, on est dans la subjectivité totale, parce que qu'est-ce qui nous permet à nous de déterminer si quelqu'un est pour ou contre la liberté? Parce que on a chacun un peu notre vision de la liberté, notre analyse sur la liberté, notre façon de voir la liberté. Nous sommes 8 milliards sur la planète et je pense qu'il doit y avoir 8 milliards de notions de liberté différentes. Donc vous voyez, il faut se dire qu'à l'époque de Saint-Just, après c'était la terreur, hein, donc tous les ennemis de la liberté, on les décapitait. Je vais passer un extrait de ce que disait un certain Geoffroy de la Gannerie, proche de la France insoumise et aussi proche de l'extrême gauche style Poutou. Il avait sorti ça, il faisait une apologie de la censure au nom des grandes idées de démocratie et de liberté. Mais vous savez, le respect de la loi n'est pas une catégorie pertinente pour moi. La question, c'est la justice et la pureté, ce n'est pas la loi. C'est la justice et la pureté, c'est la justice et la pureté, c'est la justice et la pureté, ce n'est pas la loi. Je pense qu'effectivement, la politique est de l'ordre de l'antagonisme et de la lutte, et j'assume totalement le fait qu'il faut reproduire un certain nombre de censures, en vérité, dans l'espace public pour rétablir un espace où les opinions justes prennent le pouvoir sur les opinions injustes. Ça veut dire quoi? Comme disait Pierre Desproges, en fait, il n'y a pas loin entre ça et ça. Hein. Donc, à propos de pluralisme, donc on va faire un parallèle. Donc, le plateau de Pascal Praud et le plateau de France Inter. Donc, vous allez voir, c'est pas pareil. Vous allez avoir un extrait de ce que dit Thomas Legrand sur Sonia Mabrouk, sur CNews, puisqu'ils sont accusés aussi d'inviter Didier Raoult, alors que lui, il ne sait pas que c'est Didier Raoult, il confond avec Éric Raoult, un politicien qui est mort. Et en fait, Thomas Legrand, il ne sait pas qui est Didier Raoult, mais il sait qu'il ne faut pas l'inviter. Aujourd'hui, Sonia Mabrouk, elle vous entendrait, ou Laurence Ferrari, elle dirait, donc moi je ne suis pas une vraie journaliste aux yeux de Thomas Legrand. Sonia Mabrouk passe son temps à inviter des confrères, généralement de la bolosphère, qui n'ont pas fait de reportage. Elle passe son temps à inviter... Elle est intervieweuse le matin de politique. Mais est-ce que d'Éric Raoult, de Onfray, qui explique... Alors, ce qui est marrant, c'est que Raoult, on croit que plus personne n'en parle, ce qui est complètement faux, parce qu'il a invité dans le monde entier
sur les plateaux de télé et les radios du monde entier. Et il fait encore des conférences, sauf que en France, on croit qu'on est le centre du monde, et donc qu'il ne se passe rien à l'extérieur. En fait, si on veut être vraiment informé sur ce qui se passe en France, il faut lire la presse étrangère. Je mettrai la réponse de Sonia Mabrouk à Thomas Legrand. Thomas Legrand qui est chroniqueur à France Inter et qui participe à la police de la pensée. Parce que lui, il sait ce que c'est qu'un bon journaliste et un mauvais journaliste. Moi, j'ai cette boutade qui dit que il y a deux sortes de journalistes. Il y a ceux qui sont sincères et ceux qui ont un emploi. Bien, alors, monsieur Thomas Legrand, vous mettez en cause CNews et vous me mettez en cause nommément, affirmant à tort que je reçois certaines personnalités, dont le professeur Raoult. Alors, il se trouve que je ne l'ai pas reçu, mais vous n'êtes pas, il est vrai, à un mensonge près, et quand bien même l'aurais-je invité et l'aurais-je reçu comme tant d'autres confrères et consoeurs dans différentes chaînes et sur différentes ondes, eh bien je ne m'en excuserai pas et certainement pas auprès de vous. Mais vous allez plus loin puisque vous mettez en doute mon statut de journaliste. Mais qui êtes-vous pour le faire ainsi? Qui êtes-vous pour parler ainsi? Et puis du haut de quel magistère est-ce que vous vous exprimez? Avez-vous été nommé arbitre des éloquences de notre métier qui est ma passion depuis 20 ans? Mon numéro de carte de presse est le 107 434, oui, je dois le donner aujourd'hui, mais il semble qu'à vos yeux, ce soit plutôt un matricule, puisque votre seul but est de m'enfermer, de nous enfermer dans un cadre qui dépasse, semble-t-il, très largement vos compétences, vos capacités et vos facultés. J'ai travaillé auprès de différentes rédactions, Jeune Afrique en tant que jeune journaliste pendant 7 ans, Public Sénat pendant 10 ans, Europe 1 13 ans, CNews depuis 7 ans. Alors je vous passe sur les livres que j'ai écrits, et sans doute que vous n'avez pas lu si vous en lisez. Et puis j'ai surtout été bercé, biberonné par les plus grands journalistes, qui ont été Jean Lacouture, qui ont été Jean Daniel, et qui avaient l'immense humilité, et finalement c'est le trait des plus grands, de ne pas juger les autres. Mais voyez-vous, et je voudrais terminer ainsi, monsieur Thomas Legrand, tout le monde n'est pas du même bois, elle n'a pas la même trempe qu'un Lacouture ou Daniel, mais sachez que si un jour il vous arrive d'être menacé, si un jour vous êtes dénoncé pour vos propos, si un jour vous êtes harcelé, vous me trouverez de votre côté, parce que c'est ça l'immense différence, abîme et fossé entre nous, c'est que moi je vous défendrai, non pas parce que vous êtes journaliste, parce que c'est juste. En face de France Inter, vous avez donc un plateau à CNews dirigé par Pascal Praud. Et il est composé de différentes personnes. Donc vous allez voir directement qui sont ces personnes. Alors sur ce plateau, vous avez donc régulièrement un ancien sénateur socialiste qui s'appelle André Valigny. Vous avez Henri Guénaud, qui était un ancien conseiller de Sarkozy, donc il est à droite, il se dit gaulliste. Vous avez Dominique Jamais, qui était journaliste à France Inter il y a longtemps, et lui il est centriste. Et puis vous avez aussi de temps en temps, enfin même régulièrement, D'Artigol qui est communiste, et puis vous avez aussi Éric Nolot qui lui se définit comme gauche républicaine. Et on se dit, bah, si c'est ça le non-pluralisme, et si c'est ça une chaîne d'extrême droite, bah, moi je suis d'extrême droite et anti-pluraliste. Hein. Parce que moi j'aime bien ça, quand il y a des gens qui sont de bords complètement différents et qui se confrontent. Bah, c'est ça le vrai débat. Le problème, quand il y a un débat, il faut avoir des arguments. Et ceux qui n'ont pas d'arguments, bah, ils préfèrent interdire les débats. Voilà. Elle s'est inscrite comme chaîne d'info, et moi, ce que je lui reproche, c'est pas du tout d'être d'extrême droite, CNews. Ça m'est égal, il faut que l'extrême droite existe en France, il faut qu'elle puisse s'exprimer, c'est de ne pas faire de journalisme. C'est le non-journalisme de CNews qui m'embête. Donc si vous défendez la presse et le journalisme, c'est difficile de défendre CNews. Non mais c'était extraordinaire. Enfin, tout était extraordinaire. Moi je suis un fidèle de la matinale de France Inter. Ça m'énerve souvent, mais je ne demanderai pas leur interdiction pour autant. Mais on discutait du pluralisme entre Thomas Legrand, qui est éditorialiste à Libé, et Nicolas Demorand, qui est un ami. Alors j'avais rien contre lui, c'est quelqu'un que j'apprécie, mais qui est l'ancien patron de Libé. Vous avez Léa Salamé, qui est la compagne de Raphaël Glucksmann, qui conduit la liste socialiste aux européennes. Et c'est dans ce cadre-là qu'on discute du pluralisme. Déjà, il y a un côté orwellien. Bon. Et ensuite, très tranquillement, Thomas Legrand dit, mais CNews est une chaîne d'extrême droite, donc ça y est, classé une bonne fois pour toutes, l'extrême droite a le droit d'exister. Donc, en fait, la messe est dite, on est d'extrême droite, et pas besoin de le prouver, hein. Il suffit de le dire. C'est quand même insensé. Et surtout, ce qui était très étonnant,
c'est que Thomas Legrand, c'était aussi le cas dans l'affaire Tesson, quand ils ont essayé d'annuler Sylvain Tesson comme parrain, et ils sont très mal à l'aise en réalité. On voit dans son attitude physique et même dans ses arguments qu'il est très mal à l'aise, mais il est en mission parce que ce petit milieu est en panique. Il sent que le vent est en train de tourner et que il faut défendre son précaré, continuer à incarner le vrai, le bien, parce que bientôt ce ne sera plus le cas. Ceux qui se battaient contre la chasse aux sorcières il y a 50 ans sont ceux qui la pratiquent aujourd'hui. Je pense que tout le monde a remarqué que Macron est un fou allié. Comme il s'est fait conspuer au salon de l'agriculture, ça l'a énervé, et 2 jours après, il disait qu'on pouvait très bien rentrer dans une 3e guerre mondiale en envoyant des troupes au sol en Ukraine. Alors, je voulais dire ceci aux agriculteurs, hein. Franchement, vous n'êtes pas sérieux, hein. Parce qu'à cause de vous, maintenant Macron il va nous faire la guerre et on va se prendre des missiles dans la tronche. Alors Macron a l'appui de Raphaël Glucksmann, qui veut exporter la ligne Maginot en Ukraine. Historiquement, on voit ce que ça a donné, la ligne Maginot. Et il veut qu'on rentre dans une économie de guerre. Alors là, on est mort de rire parce que on se souvient de Macron qui avait inauguré un hôpital sous chapiteau, un hôpital de guerre contre le Covid à Strasbourg. Et parallèlement, vous aviez les soignants dans les hôpitaux qui étaient avec des sacs poubelles. Ils n'avaient pas de masque, ils n'avaient rien. Les personnels soignants étaient à poil dans tout l'Hexagone. On a même été obligé de faire venir des soignants, des médecins cubains, pour venir à notre secours, à nous, au secours de l'Italie, enfin bref, au secours de l'Union européenne. Cette fameuse Union européenne. Et Glucksmann lui dit qu'il veut rentrer dans une économie de guerre. Alors, je ne sais pas comment il va faire, parce que vu qu'on a été juste capable d'offrir des sacs poubelles à des soignants, je ne vois pas comment on pourrait réarmer l'Ukraine pour qu'elle se batte contre la Russie. Bon, il faut savoir que Glucksmann est soutenu par toutes les vieilles badernes de 68 ardes. Vous avez Cohn-Bendit, vous avez Serge July, vous avez Kouchner, vous avez BHL, vous avez Romain Goupil, voilà. Ces gens-là, il y a plus de 50 ans, ils voulaient un monde merveilleux pour tout le monde. Ils se battaient pour l'idéal, et puis en fait, on s'aperçoit que 50 ans après, leur idéal, c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Ça valait le coup, hein. Ils disaient l'imagination au pouvoir, mais comme ils n'ont pas d'imagination, ils s'accrochent au pouvoir. Et comme disait De Gaulle que eux combattaient en 68, la vieillesse est un naufrage. Il faudrait les embaucher pour le prochain Titanic. Si on devait se recevoir quelques missiles nucléaires, je propose qu'il y en ait un qui tombe sur la tour Eiffel, là, elle serait complètement réduite. Puis à la place, moi, je propose qu'on érige une grosse bite de plusieurs centaines de mètres de haut, parce que c'est vrai que Paris, c'est devenu une ville majoritairement peuplée de têtes de nœuds. Santé. Le droit à l'IVG qui rentre dans la Constitution, il n'y a pas de quoi en faire un pataquès. Ça aurait dû être fait depuis très longtemps, et puis c'est tout. Le grand moment historique, c'est quand Simone Veil a réussi à faire passer sa loi. Ça c'était un grand moment historique. Mais après, d'ailleurs, ça aurait dû être fait dans la foulée, l'entrée dans la Constitution. Mais là, Macron, il voulait son truc historique avec ça. Bon ben voilà, il a réussi, puis les médias, ils sont cons, ils ont joué le jeu. Alors le must par rapport à tout ça, c'est Mathilde Panot. Elle en loupe aucune, c'est la reine. Hein. Il y a une photo où on la voit face à Simone Veil avec son écharpe tricolore là, et qui dit on l'a fait. Et comme disait Audiard, les cons ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît. Je ne sais pas si Mathilde Panot le sait, mais Simone Veil détestait tout ce que représente Mathilde Panot. Parce que le combat de Simone Veil, bon, il y a eu ce combat-là sur l'IVG, mais elle combattait toute forme de totalitarisme. Il paraît que si on marche du pied gauche sur une affiche de LFI, ça porte bonheur. Plutôt que de faire un discours sur LFI, dire ce que j'en pense avec du baratin et tout ça qui dure longtemps, j'ai fait une chanson qui s'appelle Le LFiste, à partir d'une musique de Jacques Dutronc. Donc un petit extrait sonore, là, juste pour se donner un avant-goût. Je suis pour le communisme, je suis pour l'ultra-gauchisme et pour l'islamo-fascisme, car je suis opportuniste. Ça y est, j'ai trouvé mon parti, je milite à LFI. Chez les rebelles bisounours qui caquettent ou bien qui gloussent, qui
caquette ou bien qui glousse, je me prends pour le Tché. Oh là là, oh ben dis donc, c'est politique, hein? Santé! C'est la chenille qui redémarre. Tiens, on m'a demandé ce que je pensais d'Aya Nakamura. Bah, avant qu'il y ait cette histoire de JO, je savais même pas qu'elle existait en fait. Alors je suis allé écouter. Vous avez déjà entendu péter un pétoncle? Bah, vous écoutez cette chanteuse et puis vous saurez comment pète une coquille Saint-Jacques par exemple. En fait, c'est pas la faute des jeunes s'ils écoutent ça, c'est qu'on leur sert que ça, un peu partout. Il y a des débiles sur les grandes gueules comme Étienne Lébig là, qui est éducateur. Je le suis aussi, éducateur d'ailleurs. Puis lui, il ferait mieux de fermer sa gueule parce que c'est la honte du métier, ce gars-là. Alors lui, son grand discours, c'est ouais, mais elle vend des milliards de disques, elle est connue sur la planète entière, donc elle représente bien la chanson française. Ouais, quand on se penche un peu sur le contenu, franchement, ben voilà, il y a quand même des choses qui sont bien meilleures. C'est pas parce que ça se vend beaucoup que c'est bien. Ben c'est comme le McDo, ça se vend beaucoup. Mais l'avantage en bouffant du McDo, c'est que tu es sûr de chier de la merde. La danse des canards s'est vendue autant que des chansons de cette chanteuse. Limite, je préfère la danse des canards parce que celui qui l'a écrite, il l'a écrite exprès pour ça. Pour que ce soit un truc à la con où on danse, où tout le monde danse dessus, à partir du moment où on n'a que 2-3 grammes, on s'en fout. Hein. On danse la danse des connards. De toute façon, la chanson française est en phase terminale. Oui, parce que je me suis rendu compte que en fait, les concerts où je suis allé ces derniers temps, c'est des concerts de vieux, avec des vieux chanteurs. Le dernier en date, c'était TFN, Hubert Félix TFN. Je m'excuse, mais il y a une telle jeunesse dans ces textes, ils sont tellement intemporels. Et j'ai vu toutes les générations qu'il y avait à son concert, j'étais scotché, hein, parce que ça allait de 14 ans jusqu'à 80. Et c'était à l'Interceltique de Lorient. Et c'est un grand souvenir. Être comme ça, 75 balais, moi je signe. Hein.